Notre invité jusqu'à 9 heures, Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise du Nord, bonjour Renaud Dely. Bonjour Jérôme. Dans l'actualité ce matin, la mort du djihadiste français Fabien Klein. Voilà, le djihadiste français Fabien Klein qui a donc été tué avant-hier en Syrie par une frappe de la coalition internationale. C'était le mentor des frères Kouachi, de Mohamed Merah, de Nemouche. Voici ce que dit de cette information l'avocat de l'Association française des victimes du terrorisme, maître Antoine Casuboldo-Ferro. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on l'a enfin localisé, et qu'il ne nous échappera pas, et pour preuve. La mauvaise, c'est qu'il ne répondra pas de ses crimes devant la justice. Il a levé un bataillon entier de djihadistes. Il a convaincu des gens à partir. C'est une force incroyable. C'était une armée à lui tout seul. Est-ce que vous félicitez du succès de l'opération de la coalition ? Incontestablement, elle est le signe de l'avancée de la coalition et du fait surtout que Daesh est affaibli. Et de ce point de vue, on peut s'en réjouir et voir effectivement que a été neutralisé l'un des principaux instigateurs des terribles attentats que nous avons eu à connaître sur notre sol et peut-être considéré comme un succès. Maintenant, j'entends aussi la frustration qu'il peut y avoir de la part des familles des victimes. Et puis au-delà, ça pose aussi la question des renseignements précieux que l'on peut obtenir dans la lutte contre le terrorisme si de tels individus étaient effectivement capturés vivants. D'ailleurs, j'observe que au-delà du décès dont on attend la confirmation a priori de Fabien Klein, il y a la question des djihadistes, notamment français, qui se trouvent là-bas et du repositionnement du gouvernement sur la question de leur retour éventuel. Je pense que on peut avoir des informations extrêmement précieuses pour mieux comprendre, y compris la hiérarchie, l'organigramme de ce qu'il reste de Daesh aujourd'hui. Est-ce que ce genre de djihadiste, s'il avait été capturé vivant, Fabien Klein, est-ce qu'il aurait parlé justement, est-ce qu'il aurait raconté? On voit bien lorsqu'il y a des procès de terrorisme qu'a priori il ne parle pas. Vous avez raison, on a quand même le besoin d'obtenir ces renseignements et donc de tenter de les obtenir, et c'est eux qui les ont. Moi, je crois vraiment que dans la lutte contre le terrorisme, même si elle est multifactorielle et qu'il faut être extrêmement méthodique, parce que je crois, même si Daesh est affaibli, que nous n'en avons absolument pas fini avec cette bataille, je crois que le renseignement est extrêmement précieux. Et d'ailleurs, ça a été dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, depuis les attentats que nous avons connus, qu'il y avait quelques faiblesses en matière de renseignement et de collecte de l'information, parce qu'il faut des moyens humains sur le terrain, sans doute aussi peut-être davantage de filature, des infiltrations, des techniques qui ont fait leur preuve par le passé, plus peut-être que donner à voir globalement, notamment par l'opération Sentinelle, un déploiement sur notre territoire qui laisserait à penser que toute opération militaire est imminente. Je crois vraiment que le renseignement humain, et donc notamment la collecte de données qui viennent directement de ces sphères djihadistes, est essentiel. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Adrien Quatennens, des djihadistes français qui, eux, sont capturés en Syrie? Est-ce qu'il faut les rapatrier en France pour les juger en France? Et de leur famille, Fabien Klein avec une femme, des enfants. C'est une question extrêmement importante. D'ailleurs, vous observerez que récemment, le gouvernement a changé de position et d'avis là-dessus, courant janvier. Et je pense d'ailleurs que si le gouvernement a décidé d'opter plutôt maintenant pour le fait qu'on puisse organiser le rapatriement pour qu'il soit jugé en France, ce n'est pas uniquement pour des raisons stratégiques, mais aussi parce qu'il y a une réalité de terrain. C'est que les États-Unis menacent de se retirer sur place, et donc notamment nos alliés kurdes expliquent que ça pourrait créer une situation où les djihadistes identifiés qui sont actuellement retenus là-bas pourraient être difficilement maîtrisables. Donc ça pose vraiment question. Moi je crois que en matière de droit, lorsque des gens ont décidé de prendre les armes contre notre pays, de se retourner contre nous, eh bien ils doivent, s'ils sont français, être jugés pour ça en France. D'abord pour ce principal chef d'inculpation, c'est-à-dire le fait d'avoir rejoint une entreprise terroriste qui tourne les armes contre nous, auquel peut-être ajouter éventuellement la caractéristique de crime contre l'humanité quand il est caractérisé que ces personnes ont participé à l'organisation d'attentats. Et pour le reste, pour les exactions qui ont été commises notamment en Irak et en Syrie, eh bien évidemment ça doit être jugé là où les exactions ont été commises. Même s'ils peuvent faire de la propagande, par exemple en prison, s'ils sont incarcérés en France à leur retour. Mais je pense qu'en France, notamment, on a un système juridique qui permet de bien verrouiller ça. À l'inverse, on peut se poser la question. Bah oui, je pense. Alors, il faut aussi effectivement veiller à ce que nous ayons les moyens et que tous les moyens soient alloués à cette question. Mais on peut se poser la question de savoir si, par exemple, en Irak ou en Syrie, le système juridique permet de contrôler la chose aussi facilement que nous pourrions le faire nous. Moi, je pense qu'il faut vraiment respecter le droit en la matière. Et puis encore une fois, ça peut être aussi de la collecte de données extrêmement précieuse. Alors, un autre sujet d'actualité
aujourd'hui, c'est l'ouverture demain au grand public du salon de l'agriculture où France Info est présent dès ce matin. Hier, la France Insoumise, dans le cadre de sa niche parlementaire à l'Assemblée nationale, a présenté un certain nombre de textes, de propositions de loi, et notamment un texte qui vise à inscrire dans la loi donc la sortie du glyphosate dès la fin de l'année 2020. On sait que c'était un engagement d'Emmanuel Macron, la sortie du glyphosate au début 2021, un engagement sur lequel Emmanuel Macron a semblé revenir il y a quelques semaines. C'était lors d'une séance du grand débat dans la Drôme. Est-ce qu'on peut dire il n'y aura plus du tout de glyphosate dans 3 ans? Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si je le fais, je le parle, et c'est pour ça que c'est à moi de le faire, c'est pas, je ne vais pas mettre le ministre en porte-à-faux par rapport à des engagements que j'ai pris. Si je vous disais ça, c'est simple, je tue complètement certaines filières. Et vous voulez l'inscrire dans la loi, quitte à, faute d'alternative, tuer certaines filières? Il faut un peu de sérieux dans cette affaire. D'abord, redire que... Il n'est pas sérieux, Emmanuel Macron, quand il dit ça? Je pense que ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, son revirement en termes d'engagement n'est pas sérieux. Emmanuel Macron, il faut le rappeler, s'était engagé fin 2017 à ce que le glyphosate, à ce que la France interdise le glyphosate sous 3 ans, ce qui nous amènera à 2020. Je précise donc que la proposition de loi que nous avons défendue hier visait simplement à traduire dans la loi l'engagement par tweet d'Emmanuel Macron, parce que vous savez qu'un tweet n'a pas de valeur législative, donc il s'agissait de lui faire respecter son engagement. Je crois que on se trompe si on considère que c'est impossible. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'on a un modèle productiviste agricole qui est extrêmement dépendant de la chimie, qui empoisonne les agriculteurs, qui empoisonne les sols, qui empoisonne aussi il y a aujourd'hui nos des assiettes. Filières qui seraient menacées si jamais on arrêtait brutalement le glyphosate. Je vous accorde absolument le fait que si l'on planifie cette sortie, parce que personne chez nous dira qu'on peut en sortir en claquant des doigts, c'est une décision politique qu'il faut prendre et planifier, ça suppose de changer de modèle agricole. C'est clair que si on reste sur un modèle agricole... Adrien Quatennens, eh ben en tout cas, on peut l'impulser. Et les techniques, par ailleurs, je vais vous le dire, c'est au-delà de l'impulser, là, c'est interdire le glyphosate dans 2 ans. Je suis absolument persuadé que si l'on y donne les moyens, c'est possible. Et puis la question qui se pose quand même, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons. Est-ce qu'on veut continuer à empoisonner tout le monde? Vous savez, le scandale du glyphosate est à peu près similaire au scandale précédent de la chlordécone, ou même avant, pour faire un parallèle, moi je pense par exemple à l'amiante. C'est-à-dire que c'est des produits dont on connaît la dangerosité, dont on connaît l'impact, et pour des raisons prétendument économiques, alors que je suis persuadé, je vais vous le dire, l'agriculture paysanne relocalisée, l'agriculture bio, aujourd'hui vous avez des agriculteurs qui se passent de ce type de produits, ça existe. Mais il y en a d'autres qui simplement... empoisonnent, c'est le mot que vous employez. Pardon? Il y en a d'autres qui empoisonnent, il y a des agriculteurs, ceux qui utilisent... Et puis d'abord qui s'empoisonnent eux-mêmes, c'est ça le principal problème, et qui sont hyper dépendants en plus d'un modèle économique dont vous voyez bien qu'il ne fonctionne pas. Aujourd'hui le salon de l'agriculture s'ouvre, notez quand même qu'un agriculteur sur 3 gagne moins de 360 € par mois. Entendez cela, qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. C'est bien la preuve qu'on a un système agricole à repenser et à repenser d'urgence. Ces gens-là extrêmement courageux ont à nourrir toute la population. Vous irez au salon, Adrien Quatennens? Non, moi j'ai pas prévu d'y aller à titre personnel, mais la France Insoumise aura bien évidemment une délégation pour s'y rendre, tout à fait. D'autres questions pour vous. Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, avec nous ce matin sur France Info. Toute l'info à 9h-20. David Doba. Pour le porte-parole des victimes du terrorisme, sa mort n'est pas une satisfaction mais un soulagement. Même si son décès n'a pas encore été officiellement confirmé par les autorités, la mort de Fabien Klein semble faire donc peu de doute. Cette figure historique du djihadisme français, voix de la revendication des attentats du 13 novembre, mentor de Mohamed Merah, a été la cible d'une attaque de la coalition internationale. C'était mercredi en Syrie. Il se trouvait à Baghouz, c'est le dernier fief des combattants du groupe État islamique. Une fillette de 5 ans toujours ce matin entre la vie et la mort. Elle a été retrouvée inconsciente à l'arrivée d'un télésiège. Ça s'est passé à Châtel. C'est en Haute-Savoie, originaire du Pays-Bas. Sa tête s'est retrouvée coincée entre le garde-corps et le montant du siège à l'embarquement. Tension toujours extrêmement vive au Venezuela autour de l'aide humanitaire bloquée par les militaires restés fidèles à Nicolas Maduro. Maduro qui a d'ailleurs fermé la frontière avec le Brésil et qui menace d'en faire autant avec la Colombie où se rend son opposant Juan Guaido. Et puis c'est tous les gens la même chose, le petit jeu des pronostics pour deviner qui repartira avec les précieuses statuettes. 44e cérémonie des Césars, ça se passe ce soir, salle Playel, évidemment c'est à Paris. Robert Redford est à l'honneur et avec 10 nominations chacun, Le Grand Bain et Jusqu'à la Garde font figure de favoris. France Info. Le député France Insoumise, Adrien Quatennens, notre invité ce matin sur France Info. Renaud Dely. Dans le cadre de cette niche parlementaire à l'Assemblée nationale, vous avez défendu aussi, le groupe La France Insoumise, une proposition de loi visant à instaurer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et voici comment le rapporteur de ce texte, votre collègue député La France Insoumise, Bastien Lachaud, l'a défendu. Le RIC,
c'est la fin de la résignation face aux combines électorales. Le RIC, c'est la souveraineté retrouvée. Le RIC, c'est le peuple qui prend en main son propre destin. Notre République est pourrie par des institutions qui ont progressivement dépouillé le peuple des moyens d'exercice de sa souveraineté. Elle est pourrie aujourd'hui, la République, Adrien Quatennens? Je crois que ça a le mérite d'être clair dans le sens où on voit bien que le divorce est consommé entre... C'est clair, c'est un terme extrêmement violent de dire la République est pourrie. Moi, je considère que ce qui est extrêmement violent, c'est le fait de voir que l'on va de scrutin en scrutin et qu'une grande partie du peuple, la majorité maintenant, ne participe plus. Et ça doit véritablement toutes et tous nous inquiéter, par-delà des polémiques sur tel ou tel terme employé. Enfin, c'est extrêmement grave de voir que la démocratie continue d'exister et que la grande masse du peuple, finalement, décide de ne plus y participer. Moi, je considère que l'abstention a une signification politique. C'est votre cas aussi, d'ailleurs. Vous-même, vous avez été élu. Évidemment, avec toutes et tous, nous avons été élus avec près de 60% d'abstention. Parfois, nous n'avons été élus que par 20% des électeurs de nos circonscriptions. C'est à peu près mon cas. Donc on est bien toutes et tous conscients de ce problème principal. C'est pas le cas pour une élection présidentielle, par exemple, Adrien Quatennens. Non, mais il y a quand même beaucoup d'abstention tout de même. Ça veut dire que vous considérez vous-même que vous êtes illégitime ? Non, pas une question de légitimité d'un point de vue vous n'êtes pas illégitime malgré cette abstention. Ni moi, ni Emmanuel Macron, ni quelques députés de La République En Marche. Mais ça doit tous nous interroger. Aujourd'hui, le principal parti de France, c'est l'abstention. Et les gens nous disent, en substance, si les règles sont celles-ci, je n'y participe plus. Alors on peut décider, nous politiques, vous journalistes, d'être dans une sphère médiatico-politique qui continue à vivre et qui finit par être finalement minoritaire dans le pays, ou alors considérer qu'il faut vraiment revoir la règle du jeu. Alors, le référendum d'initiative citoyenne n'est pas la solution à tous nos problèmes, je vous l'accorde. Moi, je pense qu'il est grand temps de convoquer une assemblée constituante pour que l'on redéfinisse collectivement l'ensemble de nos institutions, pour que tout le monde reconsente en la redéfinissant à la règle du jeu. Maintenant, le RIC permet une chose, c'est de réaffirmer qu'en politique, et en République en particulier, le peuple est seul souverain. Il y a une difficulté à laquelle, par cette proposition de loi, nous essayons de pallier, c'est qu'il faut pour nous conjuguer la stabilité des institutions, il n'est pas question que ça soit l'Assemblée Générale permanente, et la capacité d'intervention populaire. Le peuple est souverain sur tous les sujets, ce RIC pourrait porter sur tous les sujets ? Mais le peuple est souverain sur absolument tous les sujets. Sur le rétablissement de la peine de mort, sur le mariage pour tous. D'abord, une chose claire sur laquelle il ne faut pas lésiner, en République, le peuple est seul souverain. Première chose. Ensuite, sur la question que vous évoquez, quand on dit qu'on va proposer un référendum, la capacité pour le corps électoral, par le fait de signer des pétitions, de provoquer un référendum abrogatif, qui propose une loi, qui permet pourquoi pas de révoquer les élus, on n'est pas en train de mettre en danger la démocratie représentative et surtout, je ne suis pas d'accord pour considérer... Attendez, je réponds à votre question sur la peine de mort et tout le reste. Parce que est-ce que vous avez vu des manifestations dans la rue pour réclamer le rétablissement de la peine de mort? Le peuple français n'est pas d'essence réactionnaire. Votre proposition... Et il faut faire confiance au peuple, il ne faut pas avoir peur de lui. Concrètement, dans ce texte, c'est 2% du corps électoral qui pourrait demander un référendum. Ça fait à peu près 900 000 électeurs. Donc si demain 900 000 personnes pétitionnent pour réclamer un référendum sur l'IVG, sur la peine de mort, sur le mariage pour tous. D'abord, disons une chose. Moi, je suis pour que... 900 000, c'est un seuil Pourquoi vous évoquez des sujets qui ne sont pas en discussion, y compris dans la contestation populaire que nous avons? Les gens ne parlent pas de la remise en cause du mariage pour tous, ne parlent pas de la peine de mort. C'est un fantasme pour faire en sorte qu'on ait peur du peuple. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Et moi, je vais vous dire une chose, et d'ailleurs, on l'a mis dans la proposition de loi. Moi, je suis pour qu'on rende constitutionnel un certain nombre de sujets pour qu'ils ne soient justement pas rediscutés à tout bout de champ. Je pense à certains droits conquis. Effectivement, par exemple, sur l'abolition de la peine de mort. Vous êtes pour certaines limites. Je suis pour qu'en tout cas, par exemple, les seuils qui permettraient de modifier la Constitution, vous le verrez dans la proposition de loi, sont supérieurs aux seuils qui permettent simplement de proposer. Ensuite, vous dites 2% du corps électoral permettrait qu'on fasse un référendum. Soyons bien clairs, 2% du corps électoral permet que la question soit posée, ce qui déclenche ensuite une campagne électorale à laquelle ne sont pas appelés 2% du corps électoral, mais l'ensemble du peuple français. Et une campagne électorale qui, sur ces sujets-là qu'on évoquait, serait particulièrement violente. Pourquoi imaginez-vous que le peuple français ait envie de mettre ces sujets sur la table en priorité? Dites-moi pourquoi. Quels sont les indicateurs? Aujourd'hui, les gens... Non mais soyez sérieux, aujourd'hui les gens manifestent pourquoi ils demandent la justice sociale. Pourquoi vous envisagez, Adrien Quatennens, de constitutionnaliser certains droits acquis? C'est justement pour éviter ce risque-là. Parce que depuis 2012, dans notre programme, depuis 2 élections présidentielles, nous disons qu'à certains sujets, on voit par exemple à travers l'Europe que par exemple, le droit à l'avortement est souvent remis en cause quand certains régimes arrivent au pouvoir. Nous pensons que certains droits conquis doivent être sanctuarisés. Pour autant, il ne faut pas avoir peur de la discussion. Je vais même vous dire, si certains sujets qui ne me plairaient pas
serait soumis à la discussion dans le cadre d'un de ces référendums, je pense qu'il faudrait effectivement pouvoir affronter le débat politique et y participer. Donc vous, les députés, vous ne servirez plus à rien dans ces conditions? Mais si, justement, c'est là que vous vous trompez. C'est-à-dire que ce mécanisme n'a pas vocation à remplacer la représentation nationale. Ça va être une campagne permanente? Non, je ne le crois pas. D'ailleurs, dans certains pays où ce type de référendum, certains États des États-Unis même où ça peut exister, vous n'avez pas des référendums tous les 4 matins. De la même manière que quand on vous parle de droit de révoquer les élus, tout de suite on nous dit on va dégager les élus tous les 4 matins. Non, c'est pas le sujet. Supporter par exemple que le droit de révoquer les élus, sa première fonction, c'est pas de dégager l'élu, c'est de l'obliger. C'est-à-dire si on sait qu'à mi-mandat, il y a la possibilité de réinterroger sa légitimité, ça vous oblige à respecter le fait qu'on vous ait confié un mandat et non pas un blanc-seing. Moi, je crois qu'il y a plusieurs mandats, notamment présidentiels précédents, qui, s'il y avait eu le droit de révoquer à mi-mandat, peut-être que les premières parties de mandat ne se seraient pas passées de la même manière. Tous les mandats doivent être soumis donc à cette révocation. C'est 5% du corps électoral dans votre proposition de loi qui permettrait à ces électeurs y compris président de la République. Je crois effectivement qu'à la mi-mandat et à tous les étages, du conseiller municipal au président de la République, si 5% du corps électoral décide de simplement réinterroger la légitimité et supporter que ça peut très bien aboutir. Et d'ailleurs, des fois, là où ça existe, ça aboutit sur le fait que l'élu est relégitimé pour la fin de son mandat. Mais oui, en effet, un élu ne se représente pas lui-même, il représente le peuple qui l'a élu. On serait en permanence en campagne électorale présidentielle. Je vous ai dit précisément, vous avez le droit de ne pas y croire, que ce ne serait pas l'Assemblée générale permanente et que ce n'est pas parce que ce droit existerait que tous les jours, sinon vous imaginez le phénomène de lassitude qu'il y aurait, le peuple aura envie de discuter de tout. Si vos électeurs peuvent se prononcer à mi-mandat sur votre action, ça veut dire qu'il y a une élection intermédiaire en quelque sorte. Ça veut dire effectivement qu'à la mi-mandat d'un élu, mais il s'agit à la mi-mandat d'un élu de dire à l'échelon sur lequel il a été élu, si c'est moi par exemple, c'est ma circonscription, est-ce qu'Adrien Quatennens, son action politique est en bonne corrélation avec ce qu'il nous avait annoncé au moment de son élection? Enfin, pourquoi maintenir la durée d'un mandat, alors en l'occurrence de 5 ans pour un député, puisque normalement c'est si vous vous représentez que là les électeurs jugeront si vous avez obtenu ou pas votre promesse. Ne considérez pas que le droit de révoquer les élus fait qu'on raccourcirait le mandat, ça permet simplement... De fait, si. Non, potentiellement, si l'élu, mais en tout cas si l'élu respecte ses engagements, si les électeurs sont satisfaits de son travail, ce qu'il faut d'ailleurs vérifier. Enfin, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'élus font ce qu'on appelle des bilans de mi-mandat régulièrement, retournent devant leurs électeurs pour en discuter. C'est la même chose qui peut être réalisé avec en plus le fait qu'il y ait un vote à l'issue de ce bilan de mi-mandat. Voilà, ni plus ni moins. Ça me semble important. Sinon, proposez-moi d'autres idées en matière de rétablissement de la confiance dans la représentation politique. Il y a des élections régulièrement, tous les 5 ans. Il y a aussi des élections intermédiaires. En l'occurrence, il y aura encore des élections européennes dans 3 mois. Vous niez que nous ayons un problème absolument essentiel en matière de participation populaire aux élections. Vous voyez un peu le fossé qui s'est creusé, pas qui est en train de se creuser, qui s'est creusé et qui s'aggrave entre la représentation politique et le peuple français. Enfin, vous l'avez dit vous-même. Vous avez devant vous presque tous les matins des élus qui sont élus avec 20% du corps électoral. Est-ce qu'on peut tolérer cette situation durablement? Je pense que non, et je pense qu'il est grand temps pour ça de refonder nos institutions et que des mécanismes comme le référendum d'initiative citoyenne, même s'ils ne sont pas tout le programme, y contribuent. D'autres questions pour vous. Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, dans une minute, juste après l'info. 8h50, David Doba. Les circonstances précises de la mort de Fabien Klein restent encore et toujours à élucider. Le vétéran du djihadisme français a été tué mercredi en Syrie par une attaque de la coalition. Certains regrettent qu'il ne puisse pas être jugé. Pas plus d'informations également sur le sort de son frère. Il aurait été grièvement blessé dans l'opération. Les Français aiment les agriculteurs. Ça se confirme une fois de plus avec un sondage. Sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. 8 personnes interrogées sur 10 affirment d'en avoir une bonne ou une très bonne image. À ce propos, Christiane Lambert, c'est la présidente de la FNSEA, propose sur France Info de mettre des caméras pour filmer désormais les négociations qui se tiennent entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. Selon elle, ce serait une bonne manière de vérifier si elles appliquent bel et bien la nouvelle loi alimentation. Un texte, je vous le rappelle, destiné à permettre de mieux rémunérer les agriculteurs. Et puis pour la toute première fois de son histoire, Rennes accède au 8e de finale de la Ligue Europa. Les Rennais se sont imposés 3-1. C'était hier soir sur le terrain du Betis Séville. Ils retrouveront au prochain tour notamment, mais pas seulement, Chelsea, Naples, Valence, Francfort ou encore Arsenal. Le député La France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, notre invité jusqu'à 9h, 15e samedi de mobilisation demain des Gilets jaunes. Adrien Quatennens, est-ce que vous participerez à ces manifestations? Oui, comme je le fais depuis le début.
un parmi tant, c'est-à-dire justement en évitant d'attirer à moi la lumière. L'idée, c'est justement d'être parmi les Gilets jaunes. Je considère que ce mouvement de contestation populaire qui existe maintenant depuis plus de 3 mois, je considère en tout cas qu'il est salutaire. C'est pas à moi de dire s'il doit ou pas se poursuivre. Ce que je peux vous dire par contre pour y être chaque semaine, c'est que les gens qui y sont véritablement des gens pour qui mettre le gilet jaune, participer à cette mobilisation, souvent pour eux d'ailleurs c'est la première fois qu'ils manifestent de leur vie, c'est quelque chose qui consiste à dire nous n'avons plus rien à perdre. Il n'a pas changé de nature ce mouvement aujourd'hui ? Non, je pense pas qu'il ait changé de nature. Je pense pas qu'il ait changé de nature. Je pense que depuis 3 mois... Les violences, les agressions auxquelles on a pu assister lors des dernières mobilisations. Je pense que depuis 3 mois, tout aura été tenté pour décrédibiliser ce mouvement. C'est-à-dire que souvenez-vous qu'au début, comme il a démarré contre une taxe carbone, on a dit c'est un mouvement anti-écologique. Puis on a vérifié que ça n'était pas le cas, que souvent ce mouvement convergeait par exemple avec les marches climat. Ensuite on a dit c'est un mouvement d'extrême droite, il ne faut pas y toucher. On a vu que c'était pas ça non plus. Ensuite, parce que c'est vrai, il y a régulièrement, chaque semaine, des agissements violents parmi les manifestants qui ne représentent pas l'ensemble de ce mouvement, je pense que vous pouvez en convenir. Et moi, je redis d'ailleurs à votre micro que je suis partisan des stratégies non violentes, parce que je considère qu'une mobilisation de masse, la nécessité, c'est qu'elle soit pacifique. Mais vous voyez qu'on aura tout tenté, y compris parfois, parce que quelques abrutis s'en sont pris... C'est qui on aura tout tenté, vous voulez dire Le gouvernement. C'est le gouvernement qui manipule les gens qui commettent les casseurs ou ce que je dis, c'est que la République En Marche aura tenté depuis le début de ce mouvement de le résumer à des exactions qui ne le représentent pas pour tenter d'éviter les principaux sujets. C'est-à-dire que ce mouvement n'est ni anti-écologique, ni raciste, ni antisémite. Par contre, c'est clair, c'est un mouvement social pour la justice fiscale, pour la justice sociale, et c'est bien ça l'essentiel. Je vais vous dire ma crainte principale, c'est que dans quelques semaines, le grand débat d'Emmanuel Macron, dont il a dit lui-même lorsqu'il l'a lancé qu'il ne modifierait pas le cap présidentiel, va se terminer. Moi, vous, tout le monde va s'apercevoir d'une chose, c'est que cette affaire visait simplement à occuper tout le monde à tous les étages, les élus, les journalistes, les Français, pour que derrière Emmanuel Macron ne change rien. Ce que je crois véritablement... Vous êtes sûr déjà que ça va échouer ? Avant qu'il commence, beaucoup de gens disaient ça marchera pas, personne s'y intéressera, personne participera. Moi, je veux dire, si on faisait un grand débat, par exemple, vraiment conséquent, un débat constituant tel que celui que j'évoquais à l'instant, pourquoi pas ? Mais Emmanuel Macron, lui, a tué dans l'œuf le caractère conséquent de ce grand débat, puisque souvenez-vous que le premier jour, il vous a dit on va parler de tout. Ça n'a pas dissuadé de très nombreux Français d'aller débattre et de contribuer. Il y a des gens qui contribuent, mais regardez, il a dit Emmanuel Macron va pouvoir parler de tout, si possible parlons longtemps, venez, participez, mais à la fin, c'est moi et moi seul, monarque présidentiel, qui choisirai les conclusions que j'en tire, et surtout, il avait précisé, et ses ministres étaient venus à son renfort, que ça ne modifierait pas le cap présidentiel. Je vous le dis très clairement, la colère populaire qui s'exprime dans notre pays, l'exigence de justice sociale, de justice fiscale, sans laquelle il ne peut pas avoir d'ordre public, ne rentrera pas à la maison si Emmanuel Macron ne prend pas des mesures claires qui sont incompatibles avec le cap qu'il entend maintenir à tout prix. Voilà le danger. Alors Adrien Quatennens, on a appris hier que dans votre région, il y a une aciérie qui est menacée, l'aciérie de Ascoval de Saint-Saulve. Le groupe Altifort, qui était censé le reprendre, qui l'a reprise finalement, n'a pas les fonds nécessaires pour relancer le site. Le site est à nouveau menacé de disparition. Il y a 280 emplois en jeu. Voici la réaction du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Jusqu'à l'audience, on va tout faire. Soit pour trouver un partenaire, soit pour trouver un repreneur à la place d'Altifort. Alors moi, j'ai pas envie de raccrocher les gants. Ça fait des mois et des mois qu'on se bat sur ce dossier. Parce que c'est une part de l'industrie qui a de l'avenir. Moi, la seule chose qui compte, c'est tant qu'il y a un espoir, je vais me battre pour cet espoir. L'audience dont parle Xavier Bertrand, c'est dans 6 jours au TGI de Strasbourg, l'audience de la dernière chance. Est-ce qu'on peut encore sauver l'aciérie d'Ascoval ? Je l'espère de tout cœur. Je vais vous dire, on est beaucoup d'élus. Par-delà d'ailleurs nos différences politiques, à s'être battus sur ce sujet, à s'être engagés. C'est mon cas, c'est le cas de Xavier Bertrand, c'est le cas d'autres élus locaux. Ce qui est en jeu, c'est 280 emplois, c'est aussi la question de l'outil industriel français. Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, avait pris des engagements en 2015 en disant que la pérennité du site serait assurée parce qu'il estimait que c'était important. Une fois qu'il a été élu président de la République, il est retourné sur site en disant aux salariés « vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, ce site ne fermera pas ». Aujourd'hui, on voit que les salariés font face à une difficulté, c'est que le repreneur Altifort vraisemblablement n'a pas les moyens et les fonds sur lesquels il s'était engagé. Ça, c'est pas de la faute de l'État. Non, bien évidemment. Moi, je pense qu'il y a eu des expertises de fait sur cette proposition, Adrien Quatennens, c'est incompréhensible. Oui, bien évidemment. Et j'avoue que même moi, qui m'étais engagé à cette époque en disant que le projet de reprise avec les éléments que nous avions était un projet fiable, eh bien effectivement, ça pose véritablement la question. Je crois que Bruno Le Maire lui-même a dit que dans cette affaire, il y aurait eu une duperie et que les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés. Moi, je veux vous dire une chose, cet
cet outil industriel, on en a besoin. Y compris si je regarde le projet politique que j'aimerais voir advenir en termes de planification écologique. Ce site fait de l'acier spécial, qui fait de la tuberie, qui sert pour le transport, qui sert pour l'énergie. Nous avons besoin d'un outil industriel fort. Par conséquent, donnons-nous toutes les chances de trouver un repreneur parce qu'il y a des clients sur place. Et on voit Altifort est définitivement disqualifié. La question Xavier se pose. Bertrand, qu'on vient d'entendre, ne ferme pas totalement la porte. Non, mais la question se pose, en tout cas sur la situation financière d'Altifort. Oui ou non ont-ils les fonds? Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que des engagements ont été pris qui vraisemblablement ne peuvent pas être tenus? Et je vais vous dire une chose. Soit on trouve rapidement un repreneur, parce que je suis persuadé que ce site a de l'avenir. Si on ne trouve pas de repreneur privé, je crois que l'État, qui était prêt à mettre 1 euro de fonds publics pour 1 euro de fonds privés investis, devra passer à l'étape suivante, c'est-à-dire y compris peut-être temporairement, d'assumer la nationalisation du site, parce que, je vous le dis clairement, la France ne peut pas se séparer d'un tel outil que le site d'Ascoval sur place à Saint-Saulve. Merci à vous, Adrien Quatennens, député de la m'avoir invité. France Insoumise du Nord, invité de France Info ce matin.